Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce 217e Sunday Night Club. Nous sommes le lundi 13 avril 2026. Ça fait longtemps que je vous avais pas vu, je me suis absenté un petit peu du SNC parce que là je laissais le mérite à mes collègues de l'animation de savourer quelques bons résultats, parce que moi j'ai assez l'habitude. Mais là je reviens pour le sprint final qu'on va bien sûr aborder de la meilleure des façons avec le match de ce week-end. Il nous reste très peu de matchs pour faire la différence. On a un œil ce soir sur le match de 3 qui pour l'instant se passe bien pour eux, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais on ne perd pas espoir. En tout cas, on ne va pas parler que de 3 parce que c'est le Sunday Night Club, on va parler de Saint-Étienne. Et pour parler de Saint-Étienne ce soir, j'ai la chance d'avoir autour de la table déjà un habitué que vous avez souvent au chat, mais là qui passe en tant que chroniqueur ce soir pour nous délivrer son savoir. C'est Karl. Comment ça va, Karl ? Salut Kevin, ça va, merci, j'espère que toi aussi. Bonsoir au chat et bonsoir à notre invité que je ne citerai pas pour pas spoiler. Ouais. Ça se voit que tu n'as pas fait d'émission depuis un petit moment parce que je suis plus au chat depuis peut-être une saison maintenant. Oui. Mais bon, je t'en veux pas. Oui, mais tu vois, c'est comme un jeune du centre de formation à Saint-Étienne, tu vois. Même s'il fait ses gammes, qu'il a fait 10 saisons, ça restera pour certains dans leur cœur toujours un jeune du centre de formation. Je sais, car maintenant je sais que tu es notre chef, tu es notre N+1, mais que veux-tu, je peux pas dévoiler toutes les coulisses du SNC. T'es un salopard, toi, t'es un vrai salopard. Non, mais voilà, Ouais. parce que je veux pas te créer d'ennui, je veux pas révéler à tout le monde que tu veux la place de Romain, et voilà, je veux pas. Mais voilà, on en parlera peut-être en off. Et enfin, on a la chance, vous le connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà lu ces ouvrages. C'est une figure bien connue des supporters de Saint-Étienne, c'est Monsieur Pascal Pacali, je t'écorche. C'est pas grave. Bonsoir à tout le monde. Comment ça va, Pascal ? Ben écoute, on fait aller, hein. Donc on a quand même une belle victoire de la SS, ce qui fait plaisir. Après, comme on disait, on espère que Rodez va nous donner un petit coup de pouce. Ouais, on n'a jamais autant été pour Rodez que ce soir. Pascal, pour ceux qui ne te connaissent pas, des livres édités aux éditions des Joyeux Pendus, La vie en vert, pour nos supporters, c'est peut-être ce qui parle le plus, hein, que tu as écrit en 2 tomes, et un livre tout récent qui est sorti cette année, tu m'arrêtes si je me trompe, Histoire de champion avec Bernard Champion. Tu peux peut-être te présenter peut-être sur des choses que j'aurais oubliées ou des choses où tu veux mettre la lumière ? Non, bah après pour me présenter vite fait, donc moi je suis né en 77 au Chambon-Feugerolles. Je suis allé au Chaudron, j'avais 10-11 ans et j'ai jamais décroché, quoi. Donc c'était un monde avant Internet, etc. Donc c'était vraiment intéressant. C'est pour ça que j'écris aussi, parce que sur Saint-Étienne il y a beaucoup de sociologie, il y a beaucoup d'histoire. On a quel âge? On est né en 1933, ça nous fait 96 ans. Donc j'ai écrit ces 2 tomes La vie en vert pour raconter autre chose que le côté sportif qu'on connaît un petit peu par cœur, pour vraiment mettre le point en fait sur le côté social, parce qu'en fait, par exemple, le patrimoine est vraiment imbriqué, comme Geoffroy Guichard est vraiment imbriqué dans le foot, et c'est quand même très très rare dans les villes de France. Carrément, ça c'est clair que tu as bien raison. On reparlera un petit peu de ton livre qui sort là en fin d'émission. Donc restez pour entendre de quoi ça parle, et si vous devez vous aussi vous le procurer, je vous encourage à le faire. Mais avant, il faut quand même qu'on parle de ce match. Il n'en reste pas beaucoup dans cette saison et c'est du tout bon. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Un maintien n'importe. Ce soir, je suis très fatigué. Je reviens, mais je n'étais pas en vacances. Vous allez vite vous en rendre compte. Une montée qui se construit, hein, comme le décor de ce stream. Vous voyez, hein, c'est beaucoup de travaux. Mais on arrive à la fin. Saint-Étienne qui fait la belle opération de ce week-end avec cette victoire qu'on peut dire un peu étriquée. 2-1 contre Dunkerque. Pascal, déjà, est-ce que tu as pu voir ce match en direct et est-ce que tu étais peut-être même dans les travées et pour toi, sur ce match, quels ont été les 3 points, les 3 faits marquants que tu penses méritent d'être soulignés ?
Alors oui, hein, moi je suis quasiment à tous les matchs. Je décroche pas en fait, hein. Moi je suis très présent. Et alors 3 points. Alors évidemment il y a les supporters parce que tout ce qui se passe au niveau des COP c'est quand même c'est plus qu'intéressant, c'est presque historique parce que c'est quand même plus politique et la politique qui se met dans le monde du foot, c'est quand même des choses assez rares. Et on a vu quand même beaucoup de choses de soutien, même nos meilleurs ennemis lyonnais nous soutiennent, peut-être un peu forcés, mais donc c'est quand même des choses très rares. Après, je mettrais quand même la solidité de notre équipe, hein, la défense. Je crois que c'est la sixième défense, enfin depuis 2026. La meilleure défense des 6 championnats, des 5 gros championnats. Donc je mettrai ça et puis après un petit un petit top sur Lucas Tassin parce que c'est vrai que il performe et il a eu sa sélection en Belgique donc tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. Ouais, c'est vrai. Rudy Garcia qui s'est ravisé et qui a convoqué Lucas Tassin. C'est vrai que ça. J'ai pas pu débriefer cette sélection, mais c'est vrai que ça va peut-être lui faire du bien, lui qui n'en finit plus de marquer. Karl, ce match, même question. Est-ce que tu as pu le voir et si oui, où? Et qu'est-ce que toi tu en retiens en 3 gros points? Écoute, oui, moi j'ai pu voir le match de chez moi, dans mon canapé à la maison, à Paris. Au chaud. Mes 3 points, ouais, au chaud. Avant de revenir à Geoffroy Guichard, j'ai hâte contre 3. Oui, donc le premier point, c'est oui, la priorité sportive, c'est de monter directement en Ligue 1. Et Santé est bien parti. Mais le plus important pour moi, c'est les groupes ultra stéphanois qui ne doivent pas être dissous. À la fois l'ambiance exceptionnelle, encore une fois, dans Geoffroy Guichard, mais surtout le rassemblement, la manifestation, le cortège de milliers de Stéphanois en avant-match à proximité du stade montre que ils sont indispensables à cette ville, à ce club et à ce stade. Et donc pour moi, c'est le plus important en fait en ce moment, bien plus que l'enjeu sportif. Le deuxième point, c'est sur le match en lui-même. La SSE s'en sort bien, je trouve. Alors, tu vois les stats, tu vois le nombre de tirs, tu vois les X-goals et tout, tu te dis, bah en fait, c'est mérité. Oui, c'est mérité. Dunkerque n'a pas posé tant de soucis que ça à Saint-Étienne, Non. mais en fait, on a failli se faire mal nous-mêmes en manquant d'efficacité offensive et devant la cage, c'était assez criant. Et puis le troisième point, c'est que la SSE est plus que jamais en course pour la montée, effectivement, la montée directe. Et moi, je pense qu'il y a une possibilité qu'elle reste invaincue jusqu'à la fin de la saison et que Philippe Montagnier reste invaincu depuis son arrivée. Et ça, c'est un point à souligner et on se rapproche de plus en plus à chaque match. Ouais. Bien sûr, on va en parler des supporters, donc je ne l'ai pas introduit dans mon propos, mais c'est peut-être le point de vigilance, hein, là où on devrait garder un œil sur 3 et ça devrait être notre inquiétude de la soirée. Bien sûr, tout le monde est pendu à l'audition qu'il y a eu aujourd'hui. Pour l'instant, pas de retour. Je compte sur vous dans le chat, bien sûr, si jamais vous voyez passer quelque chose sur les réseaux et dont vous voulez nous faire part, pour nous tenir informés si jamais on ne l'a pas vu. Karl, tu parlais de ce cortège, de cette importance du peuple vert dont on ne peut pas le dire plus que ce qu'on le dit déjà, hein. Je pense que Pascal l'a bien dit, tous les groupes de supporters ont montré leur soutien sur l'importance de cette démarche. C'est quand même un contexte, c'était quand même un contexte particulier pour ce match et tu l'as dit, on voit ça nulle part ailleurs, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Mais en fait, bon, déjà, les menaces de dissolution, on va pas s'y. Enfin, j'ai pas envie de m'y attarder parce qu'effectivement, comme disait Pascal en introduction, c'est un enjeu politique et je pense que ça nous dépasse assez largement. Ce que je remarque juste, c'est que déjà l'année dernière, c'était tombé à la même période, plus ou moins. C'est vrai. En fin de saison, la SSE jouait son maintien en Ligue 1. Là, la SSE joue sa montée en Ligue 1. Et nécessairement, ça a un impact sur le club, sur l'équipe, qu'on le veuille ou non. Ce qui se manifeste encore comme l'année dernière, et ça fait chaud au cœur, j'imagine, au groupe et à leurs membres, c'est le soutien unanime qu'il y a à la fois dans la ville de Santé, dans son écosystème, que ce soit politique, associatif, citoyen. Le nombre, enfin, il y a un front politique derrière les ultras qui va de la France Insoumise au Rassemblement National, donc ça c'est assez à souligner aussi. Et puis il y a le soutien des autres tribunes aussi. Enfin, c'est comme Pascal l'a dit, mais
hier, cette banderole inattendue chez les Bad Gones, alors visiblement elle n'est pas restée très longtemps, mais que les Bad Gones en arrivent quand même à apporter leur soutien au Magic et au Green, c'est quand même à souligner, et ça montre la gravité de la situation, parce que comme beaucoup le disent, si aujourd'hui c'est les tribunes de synthé les groupes de synthé qui disparaissent, demain ça sera ceux de Marseille, de Paris, de Lens, de Lyon et de tous les stades français. Donc c'est un enjeu qui dépasse le seul cadre de synthé ce qui joue aujourd'hui, et le cortège qui était composé de 4 à 5 000 personnes, si j'ai bien suivi, est un énième témoignage, comme la marche de l'année dernière en plein synthé, que synthé sans ses copes et sans ces deux groupes, bah c'est pas Saint-Etienne. Et puis quand je préparais l'émission, je me disais aussi, je commence à être un peu long, mais je me disais aussi que si Saint-Étienne en est là aujourd'hui, donc à savoir qu'elle a été rachetée, elle est en lutte pour la montée, elle sert encore de vitrine, elle est encore une vitrine à l'international. Par exemple, on parle de Chalamet qui met souvent en avant les supporters stéphanois. Et ben, je pense qu'ils ont une grande responsabilité aussi, parce que sans les supporters stéphanois, au début des années 2020, donc l'ère Puel, puis ensuite jusqu'à la vente du club, bah, si les Ultras n'avaient pas été là, je sais pas où on en serait là aujourd'hui, tu vois. Ah oui, s'il Voilà. y avait eu que le sportif, je te rassure, c'est vrai qu'on serait peut-être pas tous restés. Voilà. Pascal, Non, oui. mais après, moi, pour revenir dessus, je cautionne tout à fait. C'est vrai que les repreneurs ont vu qu'il y avait un fort potentiel au niveau des supporters, et ça a fait beaucoup pour le fait qu'ils viennent là, parce que du coup, c'est vrai que ça permet de développer à l'international. Et c'est vrai que les tifos, qu'on le veuille ou non, ça nous a fait connaître via les réseaux sociaux, pareil, encore une fois, à l'international. Mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment se pencher sur les raisons. Pourquoi ça revient uniquement à Saint-Etienne? Ça, j'ai vraiment du mal à l'appréhender, à comprendre. Alors, j'ai vu des choses, j'ai lu l'avocat Pierre Barthélémy qui parlait en fait que ça serait aussi pour enlever des CRS qui seraient présents lors des matchs, parce qu'on manque de CRS, donc il faut en enlever lors des matchs pour en mettre plus ailleurs. Mais c'est compliqué, hein, franchement, de comprendre le raisonnement derrière, parce que autant, tu vois, il y a un an, moi, je me disais, bon, c'était le ministère de l'Intérieur toujours, mais c'était Bruno Retailleau qui pouvait avoir une ambition présidentielle et donc il voulait séduire son public. Là, le ministère Laurent Nunez, je vois pas trop ce qu'il cherche. Alors, est-ce que c'est les fumigènes? Est-ce que c'est les CRS? Est-ce que c'est autre chose? C'est compliqué à décrypter quand même. Ouais, et puis tu vas pouvoir même abonder ce que disait Karl, Pascal, parce que c'est quand même le sujet aussi de beaucoup de tes ouvrages, de tes propos, l'importance que le foot a à Saint-Étienne. Enfin, je veux dire, ce cortège-là, tout ce contexte-là qui s'est créé autour de cette audition et cette menace de dissolution, toi, c'est quelque chose que tu peux peut-être expliquer au-delà que ça dépasse les frontières du foot, j'ai envie de dire. Ah bah oui, alors après, c'est vrai que par exemple dans le deuxième tome de La Vie en Vert, j'ai eu la chance de pouvoir écrire à la fois sur les Green et les Magic, qui ont accepté tous les deux, ainsi que les autres groupes de supporters, que j'écrive sur eux, et ça permet de voir justement ce rôle social dont on parle. Parfois, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont un peu en train de traîner dehors, et en fait, ils sont pris sous la coupe des groupes qui leur donnent un petit peu au départ, c'est des petites responsabilités comme diffuser la feuille des copes, et puis après ils montent en grade, et ça évite quand même qu'ils traînent, tu vois, dehors. Donc il y a tout ce côté-là qui est pas mis en avant. Après, il y a aussi par exemple des actions contre le cancer qui là maintenant sont un petit peu mieux mises en avant. Mais c'est vrai qu'il y a ce rôle social. Mais aujourd'hui, on vit dans une société où les écrans dominent beaucoup, et les écrans, c'est beaucoup d'instantané, et on va toujours te parler de comment dire, c'est le côté un peu voici, quoi. On met en avant un peu tout ce qui peut faire du buzz, sans forcément mettre le fond, le contexte qui va avec. Et tous ceux qui font partie de Saint-Etienne savent que les COP ont un rôle à jouer social dans la ville, et ils le jouent très bien. Donc voilà, ça serait vraiment dommage que la dissolution arrive. On va voir, après il y a des recours, puis je me dis aussi qu'ils peuvent toujours renaître sous d'autres cendres, mais franchement, tu dis ça. Pourquoi, quoi? Pourquoi maintenant? Enfin, je comprends pas. Franchement, Oui, Sainté avait tweeté, hein, je sais que Karl, toi tu t'étais fendu d'un petit retweet sur les Magic qui avaient levé plus de 12 000 €, je crois, c'est ça, contre le cancer, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a plein de choses positives qui se jouent autour de ces associations de supporters, et l'occulter,
y a une part de malhonnêteté là-dedans qui est préjudiciable. Ça va être un peu, vous pouvez dans le chat nous en parler, hein, je vois Laurent qui nous dit que Saint-Étienne gêne, et voilà, et El Hombre par exemple qui nous dit dans les années de galère, la seule chose qui me donnait le sourire c'était d'être au milieu des Magic, une incompréhension, une tristesse si la dissolution allait au bout. On sent que ça vous touche beaucoup, hein. Continuez de nous le dire dans le chat si vous avez des messages à faire passer ou des messages de soutien ou autres, ou des témoignages vis-à-vis de cette possible dissolution. En attendant, nous on va revenir un peu sur le terrain. On va parler un petit peu tactique, messieurs. C'est plutôt un classique 4-3-3 qui s'est dessiné ce week-end. Quelque chose qui a été plutôt concluant, comme l'a dit Karl dans les stats, on a été plutôt efficace. Mouefek a été relancé avec une efficacité qui a été plutôt montrée, et enfin Montagnier a gagné la bataille tactique, j'ai envie de dire, Pascal. Ouais, alors moi je suis pas le meilleur en côté tactique, mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir de voir Mouefek, qui est quelqu'un de très attaché au club, de très populaire. Il a fait une bonne rentrée, sauf que la première occasion, je crois que c'est au bout de la 2e minute, hein, quand il fait son crochet dans la surface. Ah oui. Là, il tire, il doit la mettre. Hein. Franchement, là, c'est pas possible, il doit la mettre. Donc c'est dommage parce que ça rêve vraiment. Entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais couronner en fait sa prestation. Donc voilà. Après, c'est vrai que Montagnier, tactiquement, il est très très fort. Et puis c'est pas que tactiquement, c'est dans les têtes. Après, il y a pas de hasard, hein. On voit avec Corneland, on n'y arrivait pas, on était au fond du trou. Bah, le match contre Boulogne, justement, c'était un non-match, et il a remis les pendules à l'heure. Et par exemple, le fait de, il y avait un truc, hein, que je comprenais pas avec Corneland, c'est pourquoi il faisait pas jouer Cardona. Donc là, on voit qu'on arrive à jouer avec 3 attaquants, et ça match, et ça marche, quoi, tu vois. Donc du coup, il a su redonner vraiment confiance à tout un groupe, et c'est quand même pas évident parce qu'il y a quand même, on est quand même dans un contexte, on n'est pas à Dijon, tu vois, donc il y a quand même la pression avec, et il a su faire avec. Et je pense que c'était vraiment notre meilleur recrue, en fait, hein, Montagnier, ça c'est clair pour moi. Oui. Karl, toi sur cet aspect tactique, toi t'aimes beaucoup Aimé Mouefek, donc tu étais ravi de le voir. Non, bah oui, évidemment que j'étais content parce que ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas été titularisé. Je crois que c'était c'était début février. Donc évidemment très content de le revoir. Et puis en plus on l'a vu dans une position assez où on l'a jamais vu, enfin ou très très peu parce que j'en ai pas le souvenir. Hyper offensif, Ouais. hyper haut. Il a quand même semblé un peu emprunté dans la surface de réparation face à la cage, parce qu'effectivement, parce qu'elle l'a dit, il y a un gros raté en début de match. Il y en a 2-3 autres où il aurait pu mieux se débrouiller, mais quand même sa capacité à se projeter rapidement et à casser des lignes est quand même assez dingue, et c'est toujours la même, et c'est ce qui me plaît chez ce joueur-là. Et si on s'est procuré autant d'occasions, c'est aussi grâce à lui. Je sais que dans le programme, Romain soulignait que Lamba était resté sur le banc, mais en fait, à partir du moment où Nadé était apte, on change pas une défense qui gagne, et donc pour moi, ça semblait tout à fait logique, la composition défensive de Saint-Étienne. Et quant au changement tactique, c'était un peu un changement idéal et un peu idoine face à Dunkerque, parce que ça a permis à Saint-Étienne de casser directement les relances courtes dunkerquoises, et de récupérer très 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 haut le ballon, et ce qui fait qu'en fait on a l'impression de les avoir bouffés dans leur moitié de terrain, et de s'être tout de suite portés rapidement vers leur surface de réparation, et donc on pouvait se dire on laisse tomber le 3-4-3, on repasse à 4 défenseurs, ça va être moins offensif, et au final c'est tout l'inverse. Donc comme quoi le système sur un papier et la réalité sur le terrain sont quand même assez éloignés, quoi. Et donc oui, c'est un coup tactique réussi de Montagnier, comme il en a beaucoup réussi depuis le début de saison quand même. Et oui, depuis son arrivée, pardon, excuse-moi. Oui, carrément, c'est vrai qu'il a souvent vu juste, et je vais en ton sens pour Lamba, qui n'a pas de raison de réintégrer le 11 tant que ça tient bien derrière, et le Cardinal qui a encore été omniprésent. Mais, Ouais, Kevin, je voulais juste rajouter aussi que la réussite tactique de Montagnier, c'est non seulement sur la composition de départ, mais on va y venir, mais c'est aussi quand même sur ses changements précoces. Enfin, il fait 2 changements à la 54e, il me semble, et un changement à la 64e, donc 10 minutes plus tard. Donc 3 changements à l'heure de jeu, ce qu'on avait
jamais vu, enfin quasiment jamais vu avec son prédécesseur. Et en fait, ça change beaucoup de choses, quoi, parce que les changements tactiques ont permis à Saint-Étienne de gagner le match. Enfin, c'est ça la réalité, c'est que les changements ont été payants. Et cette adaptation à la fois à la dynamique du match, aux forces en présence sur le banc et à la forme de l'adversaire sur le terrain, permet de remporter des matchs, et c'est quand même assez savoureux. Oui, c'est sûr. Il y a Laurent sur YouTube qui nous dit que Montagnier se plaint de ne pas avoir assez d'attaquants et c'est pour ça qu'il a essayé Mafek plus haut. C'est vrai que je crois que c'est en avant-match, je sais plus quand je l'ai entendu, mais oui, il disait qu'il avait beaucoup trop de défenseurs et à contrario qu'il n'avait pas beaucoup d'attaquants, donc pas beaucoup de solutions et qu'il fallait s'adapter. Tu disais le changement tactique, il y en a un qui faisait son retour et qui l'a plutôt bien fait, hein, parce que il y a les entrants habituels, hein, Apia, Dufus, Miladinovic, c'est des joueurs qui ont tendance à souvent rentrer avec Montagnier, mais là il y avait le retour de Jaber, Mahmoud Jaber, une entrée décisive, hein, sur le deuxième but. Est-ce que pour toi, Karl, c'est peut-être le renfort qui fera la différence sur cette fin de saison? Je sais pas si c'est le renfort qui fera la différence, parce qu'en fait l'équipe tourne bien depuis l'arrivée de Montagnier il y a 9 matchs, et donc même pendant l'absence de Jabber, ça fonctionnait. Je pense que le retour de Jabber arrive au meilleur des moments compte tenu de la potentielle blessure de Boaké, et pour renforcer le milieu de terrain. Tout est concomitant, c'est-à-dire que Boaké se blesse, Jabber le remplace, Jabber se montre décisif directement et se montre directement comme la solution pour le remplacer au prochain match si Boaké n'est pas rétabli. Mais en vrai, le constat en une demi-heure de jeu pour Mahmoud Jabber, c'est qu'il y a un milieu de terrain stéphanois avec Mahmoud Jabber et un milieu de terrain stéphanois sans Mahmoud Jabber. C'est un truc de fou. Il rentre après 9 matchs, il joue 30 minutes, ce qui est beaucoup, même Montagnier l'a avoué en fin de rencontre. Il joue 30 minutes, il est décisif avec sa passe, mais il se montre déjà indispensable dans le jeu. Il a un volume de jeu, un abattement de fou, une gestion des temps faibles avec des petites fautes bien malignes, bien même malicieuses parfois, qui font gagner du temps et des ballons à Saint-Étienne, et puis une justice technique qui a parfois fait défaut dans cette rencontre et qui a permis à Saint-Étienne de gagner ce match. Donc oui, c'est un renfort hyper important pour la fin de saison. Je sais pas si ça sera le renfort ultime, ou je sais plus quelle formule tu as utilisée au début dans ta question, mais le renfort idéal, parce que l'équipe tournait avant, mais effectivement, on va pouvoir compter sur lui, et ça, c'est une sacrée richesse. Oui, surtout qu'il n'aura peut-être même pas tout à fait le même positionnement que sous Horneland, puisque avec l'arrivée de Kanté, le poste de récupérateur est un peu plus occupé, et du coup, il va pouvoir se livrer plus et apporter plus offensivement, lui qui avait toujours le sens de la bonne passe. Pascal, toi, est-ce que c'est un joueur que tu aimes bien, Mahmoud Jabber ? Ouais, c'est un mec qui a vraiment un gros volume de jeu. D'ailleurs, on le voit, hein, sur l'action qui amène le second but, parce que c'est une sorte de tacle, mais c'est presque cheville, mollet contre mollet, et il embarque un petit peu tout, hein. Donc l'autre, après, il joue la faute, il essaye de se rouler par terre, mais l'arbitre siffle pas. Donc c'est bien, parce qu'il revient dans le money time quasiment, et il va nous apporter, du coup, c'est une certaine fraîcheur physique. Mais voilà, comme vous le disiez, moi, c'est toute l'équipe qui est très solidaire, je trouve, et on sent vraiment qu'ils sont beaucoup mieux dans leur tête, physiquement, tout. Tu vois dans leur réaction sur le but, enfin sur voilà, ils se sautent tous dessus. Enfin, comment dire, le body language, ils parlent, tu vois. Et moi, franchement, je le sens bien pour cette fin de saison, quoi. Donc, j'espère pas me tromper, mais Le Mans, tu vois, par exemple, même si Le Mans, ils sont. Alors, Le Mans, c'est quand même un truc assez fort, hein, parce que dès le début de saison, et alors qu'ils viennent de national, leur entraîneur disait qu'ils allaient jouer la montée. Donc, effectivement, c'est le cas. Mais je me dis que nous, avec les structures qu'on a, l'expérience qu'on a, les joueurs qu'on a, normalement, on doit passer. Mais donc, oui, après, pour revenir sur Jabber, c'est vraiment un super joueur qui va nous faire beaucoup de bien.
Ouais, carrément. Et Leïla qui nous dit dans le chat, je pense que c'est par rapport à ce que tu disais, Karl, sur notre dynamique, on a quand même eu 2 matchs compliqués à Nancy et Grenoble. Et elle souligne que Alpha Kanté marque le pas pour elle depuis 2 matchs. Donc peut-être que Jabert aura ce petit coup de fouet nécessaire pour tous les collègues du milieu. Et Céline qui nous dit Jabert, lui, dès qu'il rentre, ça change le rythme, il y a plus d'impact, plus de vitesse, ça apporte direct quelque chose au milieu. Donc tu as tapé dans le mille, Karl. On a parlé de Jabert, mais il y a un autre point qui était un point qui maintenant devient récurrent depuis l'arrivée de Montagnier. C'est cette défense. Saint-Étienne ne prend pas de but. Pour être tout à fait franc, c'est assez impressionnant. Seulement 6 buts encaissés en 2026. Personne ne fait mieux en Europe dans les 5 grands championnats et leur deuxième division. Orneland qui était vanté pour un jeu très ouvert, très orienté vers l'avant. Montagnier qui a un jeu beaucoup plus sécuritaire, on va dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Est-ce que pour toi, Pascal, c'était important de réaxer là-dessus dans une Ligue 2 ? Et est-ce que pour toi, la montée se jouera par rapport à ce trait de caractéristique-là ? Ouais, bah de toute façon, sans bonne défense, tu peux pas monter. Hein. Si tu je sais plus combien on prenait de buts par moyenne, c'était 2 à 3 buts par match. Ouais, c'était gigantesque. Donc forcément. Voilà, donc il était impossible l'année dernière qu'on ne descende pas. Donc c'est vrai que Orneland a fait lui proposait un jeu basé sur des passes des passes assez rapides, un peu un truc à la Barcelone, tu vois. Mais souvent on prenait des buts parce qu'on perdait les balles aux alentours de 20 mètres de nos cages. Donc on essayait de relancer proprement, mais on n'y arrivait pas. On avait du déchet technique et du coup on subissait des interceptions des adversaires. Là du coup Montagnier il fait un bloc beaucoup plus bas. Et les espaces entre les joueurs sont beaucoup plus réduits, ce qui permet de ne pas perdre le ballon. Donc, mais après, c'est vrai qu'il y a vraiment cette question de confiance dans les têtes, quoi. Parce que après, c'est vrai que le Cardinal, c'est une super recrue, mais qui sait très très bien. Il a eu la chance de marquer contre Montpellier, et donc ça c'était nickel d'entrée. Mais ouais, donc moi, cette défense, forcément, ça va faire la différence, quoi. Parce qu'il est impossible de monter avec tout ce qu'on prenait avant. Donc pour moi, ça fait la différence. En plus, tu retrouves une attaque, voilà, avec Stassin qui retrouve des couleurs. Donc franchement, voilà, tous les voyants sont ouverts, c'est le cas de le dire. Oui. Moi, je sais pas si je dirais que le bloc est beaucoup plus bas que sous Montagnier, que sous Orneland. Je dirais plus que le pressing est beaucoup plus coordonné. Oui. Il implique toute l'équipe et se permet d'avoir des relances hyper hautes et donc d'avoir un bloc justement qui est, en étant plus sécuritaire comme tu l'as dit Pascal, est toujours quand même assez haut parce que c'est à chaque match il y a que ce soit le Cardinal ou Nadé se projette hyper facilement vers l'avant et vers la surface adverse. Et tout en encaissant très très peu de buts effectivement. Là la défense, la faute qu'on fait je crois que c'est Pedro et Boaké, il me semble. Bon, ça arrive, c'est un accrochage qui se discute selon moi, mais sinon tu remarques qu'effectivement Nadé et le Cardinal n'ont pas été inquiétés sur cette rencontre-là. Et ils ont réussi, et le Cardinal a réussi à museler Robinet, qui est l'un des meilleurs attaquants de Ligue 2 cette saison, d'une façon hyper propre, quoi. Donc oui, il y a le jour, il y a l'avant et l'après est assez flagrant entre Orneland et Montagnier, quoi. Sans pour autant proposer un football totalement fermé, effectivement, comme tu le dis. Ouais, Après, vas-y, Pascal. Après, moi, tu vois, ce que j'avais peur, c'est qu'à 2-1 qui reviennent à la dernière minute, parce que ça nous arrivait très souvent, justement, que mentalement, on baisse pied et qu'ils égalisent. Et je me disais, tant qu'on n'a pas marqué le troisième but, ils sont toujours, voilà, on est toujours à leur portée. Mais honnêtement, après Dunkerque, de mon point de vue, en deuxième mi-temps, ils ont baissé de pied et à la fin, ils n'ont pas été vraiment, vraiment dangereux. Hein. Donc, est-ce que c'est dû au fait que physiquement, ils ont baissé de pied, ou est-ce que c'est dû que nous, vraiment, on devient infranchissable? En tout cas, c'est vrai que c'est tout bénef pour nous. Oui, et puis tu diffuses le graphique Kevin, mais en fait tu remarques, bon, on reprend que 4 buts avec Montagnier en 9 matchs, mais on n'en prend qu'un seul en deuxième mi-temps.
C'est-à-dire qu'on a cette capacité, alors que le match avance, À boucler les matchs. à la fois de boucler défensivement sans pour autant fermer la boutique offensivement aussi, parce qu'effectivement, tu mets 8 buts en deuxième mi-temps sur 17 buts, donc en fait, tu mets la moitié des buts en deuxième mi-temps. Mais donc, c'est quand même cette capacité, après avoir épuisé l'équipe adverse en première mi-temps avec un pressing tout-terrain et des récupérations hautes, et ben, tu arrives à ne pas encaisser et à fermer boutique défensivement, et c'est quand même assez spectaculaire. Et je me permets de rebondir avec quelques remarques du chat, ça va peut-être alimenter votre débat, messieurs, mais on a Sosigno dans le chat qui nous dit en Hollande avait un jeu totalement incohérent, Montagnier a apporté de la cohérence et donc de la solidité, et en plus je ne trouve pas qu'on y ait perdu offensivement, donc ça va dans ton sens, Karl. Laurent qui nous dit ce tube depuis Montagnier, il a fait comprendre aux latéraux que la première défense c'est eux. C'est vrai qu'il y a aussi cette grosse montée en puissance de Ben Holt sur le poste de latéral. Qui n'est pas à négliger, et Pedro qui fait toujours des très bons matchs aussi. Et enfin, Laurent aussi nous remonte que Zurico est transformé depuis l'arrivée de Montagnier. On parlera peut-être de Zurico tout à l'heure. Et Golorix, je regrette juste que Montagnier ne joue pas leur jeu dans son 3-4-3, peut-être l'année prochaine. Il est équilibré, il semble faire les choses par étapes. Il parle de l'année prochaine, Golorix. Est-ce que pour vous, cette solidité défensive, messieurs, elle sera... cette défense qui montre ce qu'elle peut être solide en deuxième division, pourra l'être l'an prochain, ou est-ce qu'il faudra potentiellement remanier ça? Ou est-ce qu'on peut se dire qu'on peut compter sur eux, les automatismes, etc. Karl? Non, moi je pense que c'est trop prématuré de se projeter sur l'année prochaine avec cette défense-là, parce que on évolue dans deux championnats différents. En Ligue 2, l'efficacité offensive des équipes adverses n'est pas du tout la même que celle qu'on aura en adversaire si jamais on monte. On l'a vu l'année dernière, en fait. On l'a vu l'année dernière, la défense de l'année dernière en Ligue 1, elle n'était pas du tout au niveau, contrairement à celle qui était quasiment la même en Ligue 2 l'année précédente. Donc oui, en ce moment, on est solide, on a retrouvé une efficacité solide. J'espère qu'elle nous mènera à la Ligue 1 à la fin de la saison. Oui, il y a des individualités qui, selon moi, ont le niveau pour nous accompagner en Ligue 2, en Ligue 1. Je pense à Le Cardinal, qui en vient, et j'en suis certain. Je pense peut-être à un Kevin Pedro, s'il continue à s'affirmer à ce niveau-là et à enchaîner les bonnes performances. Après, moi, la question de Ben Holt, oui, il fait une bonne saison en repositionné latéral gauche, mais c'est en Ligue 2. Et j'attends de voir si, face à des joueurs à la fois plus physiques, plus tranchant offensivement, plus technique et plus clinique, il résistera de la même façon. Quid de Nadé aussi? On sait que Nadé il est toujours meilleur quand il y a un bon joueur solide à côté de lui. Là, ça marche avec le Cardinal, mais il y a toujours cette interrogation pour la Ligue 1. Donc non, moi je me dis juste, profitons d'avoir cette défense, cette solidité avec un Larsonneur retrouvé aussi, et ça il faut le souligner, en Ligue 2. Mais je suis persuadé que Kilmer ne fera pas la même erreur et recrutera défensivement si jamais on arrive à monter en Ligue 1. Ouais, c'est ce que nous dit. Alors, Vas-y, Pascal. par contre, tu vois, moi, je serais curieux de voir ce qu'ils vont faire par rapport à Larsonneur. Parce que la question qui se pose, c'est l'année dernière en Ligue 1, Larsonneur, et donc il a pris, je sais plus, on a pris combien, 70 buts. Est-ce que c'était parce que lui a fait une mauvaise saison ou qu'il n'avait pas le niveau, ou est-ce que c'était parce que notre défense était vraiment pourrie, quoi, tu vois? Donc, j'entends beaucoup dire un bon gardien de Ligue 2, mais pas forcément un bon gardien de Ligue 1. Ça demande à voir, et surtout, ça pose question parce que ça reste quand même notre capitaine, et c'est vrai qu'il fait des bonnes performances. Donc, je me demande s'ils vont recruter un gardien de plus que de grande valeur que Larsonneur, ou si on va rester sur Larsonneur dans cette dynamique. Ça, c'est une question qui sera quand même importante. T'en penses quoi, Karl? Du coup, tu es toujours dans les dirigeants? Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec Pascal. Moi, je pense que, j'avais cru comprendre que Sainté cherchait de la concurrence à Larsonneur, et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Parce que Larsonneur concurrencé, je pense que c'est bien mieux qu'un Larsonneur en position d'autorité et sans concurrence. Je ne sais pas ce qu'il en deviendra cet été, mais quand tu dis, je ne sais pas si l'année dernière, c'est Larsonneur qui n'était pas au niveau, ou le fait qu'il n'ait pas une bonne défense devant lui, je pense que c'était les deux. Mon capitaine. Le début de saison de Larsonneur en Ligue 2, je sais que les commentateurs de Beansport disent que Larsonneur a fait une excellente saison. Son début de saison en Ligue 2
était selon moi bien en dessous de sa dernière saison, la saison de la montée. Là, depuis que Montagnier est arrivé et que le Cardinal est arrivé aussi, ça va beaucoup mieux parce qu'effectivement, comme tu dis et tu entendais Pascal, quand il a des bons joueurs devant lui, et ben automatiquement il a plus d'assurance, il a plus de liberté, il a plus de confiance en lui. Donc effectivement il en sort meilleur. Mais je pense que c'est un cocktail des deux. Bon, eh bien écoutez, à voir en tout cas. Je vous affiche l'équipe type, vous voyez, de toute façon elle se dessine et c'est vrai que derrière, on imagine très peu ce qui peut se passer à l'étage d'au-dessus. Par exemple, il y a Sosigno dans le chat qui nous dit Nadé c'est risque un peu juste en Ligue 1, Old aussi, le Cardinal, Pedro et Lamba, ça fait une base, mais après il faudra recruter pour compléter. Ouais, après moi, oui. Kevin, je te coupe Vas-y, parce vas-y. que, je sais que je pense que je suis un peu pisse froid avec le Chico Lamba, mais Il faudrait déjà que physiquement ça tienne. Voilà, déjà, il faudrait que physiquement ça tienne. Là, en fait, globalement, on regardera à la fin de la saison, mais il a fait une moitié de saison. Il a fait une moitié de saison. Oui. Bon, alors, ok, on l'a vu, la moitié de saison, on a encaissé le plus de buts, mais c'était lui un peu le rock qui tenait la baraque, et sans lui, on en aurait encaissé bien plus, oui. Mais on l'a pas vu sur la durée, sur la régularité, et donc moi, j'y mets quand même toujours des réserves sur ce joueur-là. Je me dis pas qu'on peut compter sur lui à tout prix la saison dernière, compte tenu de cette saison où on l'a vu par intermittence, quoi. Il est fragile, Chico Lamba. Il faut voir quand il aura fait une préparation pleine entière et qu'il aura retrouvé la pleine possession de tous ses moyens physiques. Après, on pourra juger. Ouais, carrément. Et je complète avec Pascal dans le chat qui nous dit attention à Pia, Nadé, Briançon et Masson, ça tenait la route en Ligue 2, mais pas du tout en Ligue 1. Et El Cato qui nous dit en Ligue 1, chaque frappe est clinique, il y a trop de joueurs qui n'ont pas le niveau de Ligue 1, y compris le gardien. Donc ça sera un de nos gros sujets de la fin de saison si on venait à monter en Ligue 1, mais ça personne n'en doute. Merci messieurs, avant de clore le dossier de ce match, est-ce qu'il y a d'autres points individuels que vous voudriez mettre en lumière, positifs ou négatifs? Pascal, est-ce qu'il y a des joueurs autres qu'on n'aurait pas cités qui méritent notre attention? Bah écoute, tu voulais en parler, on va parler de Zurico parce que il a quand même été beaucoup critiqué en début de saison. Je trouve qu'il était trop critiqué d'ailleurs et là bah du coup il a fait taire toutes les bouches depuis un moment. Donc c'est quand même un international géorgien, même si la Géorgie c'est pas le pays du foot. Donc c'est un mec qui, des fois, contre Dunkerque, j'ai eu l'impression qu'il faisait un match moyen et puis finalement, il nous sort quand même une frappe. Pareil, la frappe, c'est une frappe enroulée. T'as pas l'impression que c'est la frappe du siècle et puis finalement, elle est tellement bien positionnée que le gardien est trop court. Donc c'est un mec qui est là, qui est toujours là, qui est, je crois, le deuxième meilleur buteur du championnat avec 13 buts. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir pour lui. Voilà, j'aime pas quand on critique trop facilement parce que être derrière l'écran et puis être sur le terrain, c'est deux choses différentes. Donc ça fait plaisir pour vous. Ça, c'est certain. Karl, est-ce que tu as une individualité que tu veux mettre en lumière? Bah, mettre en lumière, j'aurais bien mis celle de Zurico, donc comme Pascal, mais du coup, je vais prendre le contre-pied et je vais mettre son pendant à droite. Et je vais mettre Cardona, mais de façon plus négative. Ouais. C'est que, enfin, moi, ça me rend un peu triste en fait, parce que c'est pas du tout, enfin, il est méconnaissable par rapport à celui qu'on a connu et qui nous a porté en Ligue 1, parce que c'est lui qui nous a porté en Ligue 1 sur ses épaules avec un Larsonneur exceptionnel, mais offensivement, c'est lui qui nous a emmenés en Ligue 1, il faut pas l'oublier. Et le changement en 2 ans, ça fait de la peine en fait, parce que, enfin, là encore le pire, c'est qu'il n'est pas de mauvaises intentions, c'est qu'il a que des bonnes intentions. Il est hyper impliqué offensivement, mais face à la cage, il a un blocage monstrueux, et dans le dernier geste aussi. Et son but, je sais plus quelle équipe, c'était contre Annecy, il me semble. Son but contre Annecy, je pensais que ça allait le débloquer mentalement, et en fait, tu te rends compte que ça doit être beaucoup plus profond que ça, et ça me fait de la peine. Et tu disais que Montagnier avait dit avant le match qu'il se plaignait de ne pas avoir assez d'attaquants. Cardona, dans ce malheur-là de Montagnier, il y trouve son bonheur lui, parce que je suis convaincu que sinon s'il y avait il serait sur le banc. Cardona serait sur le banc, mais depuis belle lurette, quoi. Et ça me fait suer pour lui, parce que je suis sûr que c'est un très bon mec, hyper attachant et attaché à ce club-là, mais c'est quand même heureusement que Stassin a retrouvé la confiance et que David Ashvili est dans une saison comme il en a rarement fait, parce que sinon Cardona c'est compliqué, quoi. On va. Tu vois, vas-y.
serais moins sévère quand même avec toi par rapport à Cardona, parce que si je me rappelle bien, c'est contre Montpellier. Montpellier, c'est lui qui débloque avec il y a un débordement sur la droite qui fait un super centre. Il a fait beaucoup de débordements et de centres, et je pense que ce qu'il n'arrive pas voilà, à mettre au fond du filet, il est quand même présent. Je sais plus, ouais, peut-être aussi Annecy. Enfin, il a fait vraiment quand même quelques bons matchs, enfin, de mon point de vue. Et Ouais. voilà. C'est vrai qu'il marque pas autant, et puis il a pas le même positionnement aussi. C'est vrai que Stassin, il était pas là il y a 2 ans. Donc Stassin prend vraiment la place du 9. Et voilà, je pense quand même qu'il donne tout ce qu'il a. Et malgré tout, il fait quand même pas mal de passes décisives. Tu sens quand même que il démontre son envie. Il est toujours à fond. Donc c'est vrai que c'est le minimum évidemment quoi. Mais t'en as par exemple qui ont baissé les bras. À un moment donné, Stassin a baissé les bras. Donc voilà, c'est vrai qu'il marque plus autant qu'avant, mais pour moi, il est quand même utile, et heureusement qu'il est là. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Pascal, et puis notamment, il faut souligner quand même que c'est lui qui obtient le penalty contre Nancy à la dernière minute, puis que Stassin transforme. Donc moi, j'ai jamais mis en cause son implication dans le cœur du jeu, et effectivement, dans le mouvement, il est hyper intéressant, dans les combinaisons, il est hyper intéressant, et il se montre décisif par la passe, mais c'est plus dans le côté décisif par le but que moi, ça me frustre un peu compte tenu du talent qu'on connaît de ce mec-là. C'est juste ce côté finition où il a du mal qui me frustre. Voilà. Ouais, il y a une question peut-être qui se posera à la fin de la saison sur le cas Cardona, et on lui souhaite de finir en trombe pour offrir encore une fois, dans son cas, une montée à Saint-Étienne. Messieurs, on va quand même parler du dossier de la soirée. Ça part d'une déclaration de Philippe Montagnier qui nous a dit après le match que pour lui les Verts avaient livré leur meilleur match depuis son arrivée. Est-ce que pour vous c'est vrai déjà est-ce que ce match-là, dans ce que vous avez vu dans son contenu, est un match qui vous montre que Saint-Étienne est prêt pour cette Ligue 1, ou est-ce que l'écart est encore trop gros et il va falloir vraiment réviser la copie au mercato, Pascal? Bah écoute, moi je trouve que si c'est c'est un match qu'on a su maîtriser. Et alors pour la Ligue 1, c'est difficile d'en parler parce qu'il y aura beaucoup de recrues qui vont arriver, donc l'effectif sera totalement différent. Donc voilà, après notre meilleur match, moi je vais te dire, tant qu'il y a les 3 points je suis comme Deschamps, tant qu'il y a les 3 points à la fin, écoute, voilà, qu'on marque avec la fesse ou le poignet, voilà, moi je m'en fous. Donc moi je trouvais que c'est quand même un match assez abouti, vraiment. Comme tu disais tout à l'heure, les clubs, en seconde mi-temps, les clubs ne marquent pas de but. Donc, à un moment donné, quand même, les chiffres parlent. C'est pas un hasard. C'est parce que peut-être qu'au niveau physique aussi, on est meilleur. Donc voilà. Je sais pas si c'était notre meilleur match, parce que contre Annecy, on gagne 4-0, mais Annecy était quand même beaucoup plus faible. Donc voilà. Donc l'important, c'est qu'au fond, là, c'est ce qu'on ait gagné. C'est les 3 points. Voilà. L'important, c'est les 3 points. Karl, est-ce que tu es du même avis? Quel regard tu portes sur cette déclaration? Je pense que effectivement c'est le meilleur match de la SSE sous Montagnier avec Annecy. C'était en fait les 2 meilleurs matchs dans les 2 systèmes testés depuis son arrivée. Avec Annecy avec la défense à 3 face à une équipe très joueuse, très haute sur le terrain, et donc ça se prêtait carrément à ce système-là. Et contre Dunkerque face à une équipe beaucoup plus pragmatique, compacte, avec un jeu plus équilibré. Oui, effectivement, je pense que c'est aussi un match référence et un match plein. Alors oui, il manque l'efficacité offensive qui, moi, et qui je trouve est un gros point noir quand même. Mais jusqu'à la fin du match, l'équipe s'est montrée concentrée, attentive aussi bien offensivement que défensivement, avec cet arrêt de l'Arseneur dans le temps additionnel. Après. Ouais, je suis d'accord avec Pascal. La Ligue 1, c'est compliqué de s'y projeter parce que l'effectif va bouger nécessairement si jamais on réussit, parce que c'est pas encore le cas. Si jamais on réussit à monter, mais aussi, je pense que ce manque de réussite offensive, parce qu'en fait, faut quand même le répéter, mais on a pêché dans la finition. Et ben celui-là, il sera préjudiciable en Ligue 1, parce qu'en Ligue 1, t'auras pas autant d'occasions, t'auras pas 20 tirs dont 7 cadrés à chaque rencontre, quoi. Donc là, à ce moment-là, il faudra être plus clinique. Et donc oui, non, aujourd'hui, je pense pas qu'on soit prêt nécessairement pour la Ligue 1, mais c'est pas le but, quoi. C'est pas ce qu'on leur demande. Donc en fait, on aura le temps de s'y pencher à la fin de la saison. Oui, il faudra bien occuper les émissions Mercato, t'as bien raison. Ouais, bien sûr.
Eh oui, bah oui, bah oui. Jimmy dans le chat nous est dans le même veine que vous, messieurs. Il nous dit que cette équipe n'est pas au niveau pour la Ligue 1. Il faudra de sérieux renforts. El Cato qui nous dit que 7 tirs cadrés sur 20, ce sera clairement insuffisant. C'est un déchet technique dans la frappe de balle qui est dommageable pour lui. Et Ludovic qui nous dit aussi sur YouTube que c'est pour lui très très limite. Il dit très je l'ai rajouté, mais il nous dit en tout cas que c'est limite pour la Ligue. Messieurs, je pense que vous êtes tous du même avis, donc on va pas s'épiloguer sur cette question. On va parler prochain match, on va parler bilan de ce qui s'est passé en Ligue 2. En tout cas, on va se projeter vers le futur. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match qui s'annonce un peu plus vert que ce qu'on a quitté avant ce week-end, puisque Saint-Étienne fait la belle opération du week-end, je l'ai dit en introduction. Le Mans à Calais, tout le monde à peu près à Calais derrière, et Saint-Étienne reprend son petit matelas d'avance, 3 points d'avance sur Le Mans, et une différence de but largement favorable. Saint-Étienne s'offre un joker. Est-ce que, selon les stats, on a 82% de chances de monter. Est-ce que c'est un chiffre qui vous paraît cohérent avec la situation actuelle, Pascal? Est-ce que tu as mis des chiffres déjà, Pascal? Parce que tu as mis des lettres, mais est-ce que tu as mis des chiffres? Parce que Karl adore ça. Alors les chiffres, on peut tout leur faire dire, hein. Donc PSG avait 100% de chance de passer contre Barcelone il y a quelques années, et puis on sait ce qu'il est arrivé. Après oui, il vaut mieux être dans notre situation que dans celle du Mans. Je pense franchement que si on gagne à Bastia, après on a 2 matchs chez nous. Je vois mal quand même la montée nous échapper, quoi. Franchement, donc moi j'y crois, quoi. Donc du coup j'ai zappé ta question. J'étais en train de penser à un truc. Je disais que les chiffres nous donnent 82% de montée. Est-ce que pour toi, c'est un chiffre qui tu aurais mis ça à peu près là-dessus? Ah bah ouais, je te dis, après, si on gagne contre Bastia, à mon avis, on doit être bon, quoi. Donc, mais plus que les chiffres, c'est vraiment le contenu, en fait. C'est vrai que ça fait quand même 8 matchs, je crois, qu'on est avec Montagnier, 0 défaite, hein. Donc, et puis, c'est le bon ratio. Il y a plein de personnes qui critiquaient le match nul contre Nancy, mais si on fait un match nul à l'extérieur plus une victoire à domicile, c'est ce qu'il faut faire, hein, si tu veux monter. Donc c'est le rythme qu'il faut. Moi je disais, on peut pas gagner tous les matchs 5-0. Donc des fois, il faut savoir aussi se contenter d'un match nul. Il faut savoir ne pas perdre quand on peut pas gagner. Donc pour moi, ce qui s'était passé à Nancy, c'était vraiment une bonne chose, et ça continue avec tu continues à créer ta dynamique, et on l'a vu contre Necker, quoi. Donc là, pour moi, Bastia, il faut vraiment gagner. Normalement, on doit gagner, mais bon, voilà, le foot des fois est un peu irrationnel. Pour toi, c'est une avance qui devrait suffire, du coup, si je crois tes propos. Si on s'en tient au calendrier et à tes pronostics. Oui, et puis surtout si Le Mans fait encore match nul ou une défaite, et que nous, dans le même temps, on gagne, là, on est quasi bon, hein. Ouais. Karl, toi, ce chiffre, toi, je sais que toi, je te pose pas la question, tu es un amoureux des chiffres. Ouais, j'aime ça. Bon, après, les probabilités, bon, on y accorde plus ou moins d'importance. C'est comme les sondages, mais ça, c'est dans un autre domaine. Est-ce que je trouve ces chiffres de 82% cohérents? Oui, parce que je suis allé regarder, c'est 82% de chances de monter directement. Donc, oui, c'est-à-dire de finir dans les 2 premières places. Donc, oui, pourquoi c'est cohérent selon moi? Parce que la différence de but entre Saint-Étienne et Le Mans est quand même conséquente. C'est-à-dire que Saint-Étienne a plus 22 de goal average et Le Mans plus 16. C'est-à-dire que même en cas d'accident, je veux dire d'une défaite de notre part et d'un sans faute du Mans, on finit égalité, et notre goal average, sauf catastrophe industrielle, nous permet de terminer deuxième. Donc oui, 82%, je trouve ça assez cohérent. Et je suis allé voir le site de Fabien Thor qui fait ces statistiques-là. Lui, il donne 98% de chances de Saint-Étienne de finir dans le top 3, c'est-à-dire d'être au pire troisième, ce qui signifie disputer un seul play-off avant un potentiel barrage. Donc oui, j'y crois, mais attention quand même, parce que Le Mans, pourquoi on n'a pas plus de 82%? Parce que Le Mans, je trouve, un calendrier beaucoup plus, en tout cas plus facile, plus favorable que le nous, qui avons encore un choc contre 3, alors que Le Mans,
mis à part Reims, ils n'ont pas des adversaires aussi proches d'eux. Et les Reims, c'est dans une moins bonne dynamique que le Mans. Donc voilà. Après, vu la dynamique de Saint-Étienne, j'y crois et on doit compter sur nous-mêmes avant d'espérer des faux pas des autres, quoi. Donc oui, on est en bonne position. On a fait la bonne opération le week-end et à nous de réitérer cette performance-là le week-end prochain à Bastia. Oui, j'affiche. Après, honnêtement, Vas-y. pour ma part, un +6 de goal average, c'est pas non plus, voilà, pour moi, c'est pas non plus quand même la sécurité sociale, comme on dit, hein, parce qu'ils avaient gagné 4-0 contre Pau, après ils avaient gagné 4-2, il y a eu un 4-2 contre Nancy, donc c'est quand même une attaque, il y a eu aussi 4-3 contre Amiens, c'est quand même une attaque qui marche, hein. S'ils gagnent un match 3-0 et que nous on perd 3-0 dans le même temps, ta différence est revenue à 0. Donc pour moi, le plus bien sûr. c'est pas forcément le +6, c'est pour moi quand même pas assez suffisant pour me dire que j'ai un point garanti. C'est pas mal, mais à partir de +8, pourquoi pas, mais +6, ça fait un peu juste. Ouais, Enfin, c'est mon avis. ouais, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, Pascal, mais c'est pour ça que je disais sauf catastrophe industrielle. Et puis, comme on le dit depuis le début de la mission, 4 buts encaissés par la SSE sous Montagnier en 9 matchs. J'ose espérer qu'on ne soit pas à se prendre une défaite 4 ou 5-0 ou par 5 buts ou 4 buts d'écart d'ici les 4 derniers matchs qui nous restent. S'il nous rattrape au goal average, ce sera plus grâce à une attaque de feu du Mans plutôt qu'un échec défensif de Saint-Étienne, ça c'est clair. Voilà. Et oui, Reims, tu l'as dit, Karl, qui peut être le véritable arbitre dans cette course au play-off, puisqu'ils vont affronter le Mans, ils vont affronter le Red Star lors de la prochaine journée. Reims, ça va être... pour moi, c'est eux qui vont peut-être... comme tu le disais, ouais, Le Mans, c'est assez... le calendrier, je ne vais pas dire qu'il est gratos, mais il est pas fantasque, quoi. Donc, ouais, ce sera Reims pour Le Mans qui sera peut-être la plus grande épreuve. Et puis Saint-Étienne, bien sûr, peut faire douter 3 lors du match direct et peut-être les forcer à douter sur les 2 derniers matchs, puisque là, on le rappelle, ils sont plutôt bien partis ce soir et ils sont toujours en train de mener 1-0 à Rodez, même si vous me dites depuis tout à l'heure dans le chat que c'est pas si mérité que ça et qu'ils se font un petit peu promener. Mais ils ont cette réussite-là, on ne peut pas leur enlever. Puis quand t'es premier à 4 journées de la fin, généralement, c'est que tu l'as pas trop volé. Est-ce que vous, parce que je parlais de ce match Saint-Étienne 3 qui est à la fin du mois d'avril, hein, je le dis dans le titre du live, hein, tout va se jouer en avril, parce que c'est pour moi la finale de cette fin de saison. Si on gagne ce match-là, on peut quasiment dire qu'on y est. Est-ce que pour toi, Karl, c'est aussi... Tout se jouera à la fin avril, on saura. Ouais. Pour moi, c'est une finale, mais c'est pas une finale pour la montée, c'est une finale pour le titre. Parce que je l'ai dit dans mes 3 points au début de l'émission, moi, je crois honnêtement que Saint-Étienne peut viser donc l'invincibilité sous Montagnier jusqu'à la fin de la saison, mais aussi, moi, je suis convaincu que Saint-Étienne peut espérer et viser le titre. Donc, dans ce sens-là, oui, ça peut être une finale parce que là, visiblement, 3 est bien parti pour l'emporter ce soir, donc ils reprendraient leur matelas de 4 points d'avance, mais il reste non seulement cette finale le 25 avril, et 3 a quand même aussi des matchs à un calendrier assez compliqué, notamment le week-end prochain à Boulogne, contre Boulogne, pardon, et Boulogne, c'est ce que je te disais avant l'émission, en off, c'est que Boulogne reste sur 6 matchs consécutifs sans défaite, et à l'extérieur, sur 6 matchs aussi, sans défaite à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que Boulogne est un solide adversaire, promu, comme le Mans. Alors, Boulogne ne joue pas la montée comme le Mans, mais Boulogne est solide et réalise une deuxième partie de saison très impressionnante et très solide, ouais. Donc, moi, je suis convaincu que ce match-là, qui arrive très rapidement, puisque c'est dans 2 semaines, peut avoir des allures de finale. Oui, évidemment pour la montée, mais aussi pour le titre. Et j'ai envie d'y croire. Je trouve que ça peut être un leitmotiv assez important. Et je pense que Montagnier doit l'activer aussi dans le vestiaire pour maintenir les joueurs en éveil jusqu'à la fin de la saison. Pascal, toi, tu as coché cette date dans ton calendrier ? Ouais, mais moi je coche toutes les dates, hein. Donc après, moi je suis d'accord avec Kevin, hein. C'est vrai que c'est plus le match pour décider qui sera champion. Après, on verra aussi par rapport au résultat de Le Mans, hein, parce que voilà, qu'on soit champion au point, ça va nous donner 3 points de plus. J'aimerais bien que Rodez nous donne un petit coup de main, effectivement, parce que du coup ça peut nous permettre aussi de passer devant eux et de respirer sur la 2e place, quoi. Donc, mais
Voilà, tout le monde espère que ça va être le match qui va nous faire monter, ou en tout cas nous détacher encore plus du Mans. Mais je pense que ça va être aussi une belle fête au niveau sportif parce que c'est quand même deux équipes qui jouent bien au foot. Trois, je regarde parfois leurs matchs et ils ont vraiment une bonne équipe. Même le match aller avait quand même été très spectaculaire. On mène 3-0 à la mi-temps et puis 3-2 au final. Donc c'est quand même des équipes qui aiment jouer. Alors après, voilà, jouer c'est une chose, gagner c'est une autre. Mais je pense que ça va être une belle fête. Et en plus, il y aura nos deux copes, espérons-le. Oui, puis alors l'ambiance promet d'être chaude puisque je pense je ne m'engage pas trop si je dis que toutes les places qui seront mises en vente trouveront preneur pour cette belle affiche. Dans le chat, vous êtes déjà tourné vers ce match-là aussi. Layla, par contre, est un peu plus mesurée puisqu'elle nous dit qu'on trace notre route, on sécurise la deuxième place et après on voit le titre serait la cerise sur le chaudron. Je ne crois pas que je pourrais faire de meilleurs jeux de mots ce soir. Et Golorix dans le chat qui nous dit gagner contre 3 à domicile est une obligation. Il faudra au moins gagner ce match pour espérer. Et Paddy, Karl, puisque tu dis que 3 est bien parti pour gagner, c'est vrai, mais Paddy nous dit attention, le match de ce soir n'est pas encore terminé. Il y croit encore. Paddy, je compte sur toi d'ici la fin de l'émission pour nous avertir si Rodez est un club ami. But de Rodez à l'instant, magnifique. Et magnifique. Et ben voilà. Ouais. Et voilà. Et voilà. Tu vois, il suffit d'en parler. Tu l'as demandé, Pascal. Tu demandais à ce que Rodez nous aide. Ils t'ont entendu. Il faut que ça tienne maintenant. Donc n'hésite pas à en demander un deuxième ou à demander bien sûr que les COP ne soient pas que les groupes de supporters ne soient pas dissous, puisque apparemment tous tes vœux sont exaucés ce soir. On va quand même parler un petit peu du prochain match, le chat qui s'enflamme sur ce but. On va quand même parler un petit peu du prochain match à Bastia, qui est un peu dans le mal, il file tout droit pour prendre l'expression bien connue. Ce match, il y a aussi des réminiscences du match aller avec le pénalty raté de Tardieu et ce vilain match nul qui nous coûte encore quelques points. Une revanche à prendre, messieurs. Et pour vous, est-ce que vous changeriez quelque chose dans le 11 de Philippe Montagnier? Je vois du chat tout à l'heure qui me demandait un retour au 3-4-3 parce que Bastia n'aime pas trop se faire embêter par les pistons. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Karl, de ce match? Esprit de revanche, non. Non, parce que Bastia est dans une situation catastrophique et je suis pas sûr qu'on ait besoin d'avoir un esprit de revanche quelconque, parce que le match nul, si on fait un match nul, c'est de notre faute et pas de la faute de Bastia. Je pense que j'avais beaucoup plus de sentiment de revanche avant le match à Annecy, après avoir pris 4-0 à l'aller, un match calamiteux et honteux, et on s'est bien vengé et ça a bien fonctionné. Contre Bastia, j'ai pas cet esprit de revanche-là. Je pense que chacun a sa partition à jouer. Bastia, ça s'annonce une mission quasi impossible pour leur maintien en Ligue 2, mais nous, on a notre partition à jouer. On a toutes nos chances, qui plus est, selon le match de ce soir, qui bascule d'une minute à l'autre. Donc, qu'est-ce que j'attends de ce match? Des systèmes. Moi, je sais pas, Bastia joue déjà à 3 défenseurs et à 2 pistons. Et nous, la dernière équipe qu'on a joué dans ce système-là, c'était contre le Red Star. Contre le Red Star, on avait joué avec un 4-3-3. Donc moi, je pense qu'il faut rester dans le système qu'on a vu contre Dunkerque et contre le Red Star, un 4-3-3. Tu penses que tu nous demanderas nos compositions après, mais donc non, pas d'esprit de revanche, une partition à jouer, il faut pas se louper parce que oui, ça peut être un match piège, c'est une bête blessée au fond du trou qui retrouve Furiani après avoir joué un match délocalisé à Rodez contre Amiens après des incidents survenus le match précédent à domicile. Donc oui, attention au match piège. Après, bon, faut pas oublier que Bastia n'a pas gagné depuis le 16 janvier non plus. Donc voilà, faut pas en plus faire des caisses sur ce match qui pourrait être un prétendu piège. Oui, il faut faire gaffe, comme tous les matchs. Ça pourrait être leur dernière chance, à Bastia. Ça pourrait être. Pardon, c'est leur dernière chance. Enfin, moi, c'est ce que Oui, c'est leur dernière chance parce qu'après ils ont un calendrier tout aussi compliqué. Ils jouent Le Mans en dernière journée à domicile. C'est leur avant-dernier match à domicile contre Saint-Étienne. Donc oui, bien sûr. C'est maintenant ou jamais pour eux. Pascal, toi, ce match à Bastia, il te fait un petit peu peur quand même, ou t'es comme Karl et tu te dis que non, là, il n'y a pas d'excuse, il faut y aller quoi. Alors après, par rapport à Karl, je dirais plus que Bastia n'avait pas encore marqué un seul but à l'extérieur quand ils sont venus au Chaudron.
Et donc ils en ont mis 2. Donc après, c'est vrai qu'ils font pas peur. Mais comme toutes les équipes qui vont affronter la FCS et qui affrontent depuis le début du championnat, c'est le match de l'année pour elles, quoi, surtout à domicile. Donc ce sont des clubs qui surperforment en fait pour les joueurs pour se montrer aussi, quoi. Donc c'est quand même pour moi chaque match est compliqué. C'est vrai qu'ils sont dans une dynamique négative, mais encore une fois, au match aller, ils étaient déjà dans une dynamique négative et ça n'a pas empêché qu'ils fassent un match nul. Ils n'avaient pas trop mal joué et nous, on avait moins bien joué. Donc, pour moi, l'espoir vient du fait que, voilà, du coup, l'équipe s'est quand même grandement améliorée et que cette fois-ci, normalement, par rapport voilà, au niveau de chaque équipe, on a un niveau supérieur, quoi. Donc, mais c'est vrai que tout autre résultat qu'une victoire, pour moi, serait malvenu, quoi. Ils ont failli taper le Red Star ce week-end, hein, quand même. Il faut pas négliger ça. Il y a une sacrée remontada du Red Star. Est-ce que tu ferais des changements, Pascal, dans ce 11 de Philippe Montagnier? C'est difficile à dire parce qu'on a l'habitude de dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Après, moi, j'ai toujours peur du côté un peu fatigue, hein. Donc, il met souvent la même équipe devant. Je sais pas, c'est compliqué parce que du coup, ils ont quand même leurs automatismes. Stassin, il est en pleine bourse, Rico aussi. Alors, Cardona, après Cardona, comme on disait, il est un peu moins décisif, mais si tu l'enlèves, du coup, ça va peut-être lui faire perdre un peu sa confiance. Non, moi, franchement, je resterai dessus. Quand même, aussi sur Mouefek, je le remettrai, Mouefek. Jabber, est-ce qu'on le fait débuter, Jabber? Pourquoi pas? Voilà, quoi. Donc, mais, oui, je reste sur Mouefek parce que j'aimerais bien quand même qu'il concrétise pour lui donner cette confiance voilà, que peut apporter un but. Et Jabber, c'est vrai que c'est intéressant de le voir d'entrée. Karl, mon vieux Karl, est-ce que toi tu jouerais au coach ce week-end? Bah écoute, oui, défensivement, même on reprend les mêmes et on recommence. Au milieu, ouais, j'aimerais bien voir Kanté, Jabber, Mouefek. Et puis offensivement, bon, on n'a pas le choix, donc ouais, ouais, en fait, ouais, juste un seul changement, Jabber à la place de Boaké, et puis on y repart, quoi. Et puis c'est tout On y droit. retourne. C'est tout droit. Et puis c'est tout droit, hein. C'est tout Enfin, il faut droit. traverser la Méditerranée, mais c'est tout droit globalement. Oui, mais il y a pas de chance qu'on le fasse à la nage, donc normalement on devrait pas arriver trop fatigué. Karl, si tu devais faire un petit prono. Ouais, allez, 3-0. 3-0, but de. Allez, alors, voilà, j'espère. 0-3. But de Cardona. 0-3, pardon, oui, 0-3. Et Oui, voilà, pardon. vous savez que si on perd 3-0, vous savez à cause de qui, hein. Non, 0-3, mais je dirais un but de Cardona, un but de Stassin, allez, un but de Mouefek dans son nouveau rôle, pourquoi pas. Allez, donnez-nous des pronos dans le chat. Pascal, c'est le moment de te mouiller. Ben, c'est ça, parce que je voulais faire un 3-0 aussi, donc il m'a piqué mon score. Donc, allez, on va dire 3-1. Et puis, voilà, moi, je vois bien. Ceux qui sont devant, quand même, sont très en forme. Donc, on va mettre un but pour chacun, hein. Un Cardona et Zorico. Et puis, il nous manque Cardona, Zorico. Et Stassin. j'oublie qui? Mais ça, Voilà. Ah, t'aurais pu tenter la grosse cote du FUS qui rentre et qui clôt le match, hein. Ça, c'était envisageable. Mais je vois des 1-3 dans le chat aussi. Pascal, on était très heureux de t'avoir ce soir. On arrive au bout. Je ne pense pas être la meilleure personne pour parler de ton actu. Et donc je vais te laisser la main et je vais te laisser nous dire quelle est ton actu et bien sûr motiver tout notre auditoire qui est bien nombreux ce soir. Je vous remercie d'acheter ton dernier ouvrage, ou même tes anciens même. Alors oui, donc les deux premiers, donc clavier en vert, donc c'était des portraits d'anciens joueurs, de supporters, de personnalités marquantes des années 60 à aujourd'hui. Donc comme je l'ai expliqué, c'était mettre le côté sociologique en avant. J'ai eu l'extrême chance et joie de pouvoir interviewer notre mémé national, Aimé Jacquet, qui m'expliquait qu'il travaillait dans les usines à Saint-Chamond dans les années 60, dans les aciéries, et qui prenait le bus et le tram pour aller faire les entraînements juste après le boulot, quoi. Donc c'est des choses qui n'existeront évidemment plus, hein, dans le foot, mais qui montrent un petit peu
l'évolution justement du football professionnel, mais aussi l'évolution du supporterisme, parce que évidemment les supporters n'étaient pas les mêmes dans les années 60-70 qu'aujourd'hui. D'ailleurs, dernièrement, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Jean-Michel Larquet qui expliquait, à ma grande surprise, que il aurait bien aimé jouer avec les Copes en fait. Et c'est vrai que souvent on entendait que même à l'époque, dans les années 70, pendant l'épopée, l'ambiance était déjà fort bien. Et non, il insistait, il disait oui, ok, il y avait de l'ambiance, mais il y a encore beaucoup plus d'ambiance avec les Copes. Et ça, c'est une chose qu'il aurait aimé faire, qu'il aurait marqué un but et puis lever les bras, communier avec les Copes. Donc c'était tout ce côté-là que j'essaie de développer dans ces deux livres de La vie en vert. Il y avait aussi Moravchik, il y a eu donc l'histoire de la chanson de Monty. Donc il y a eu vraiment plein de trucs, plein de joueurs. Et puis là, actuellement, donc j'ai écrit le livre de la biographie de Bernard Champion. Alors c'est pas un nom très connu, très dans la lumière. C'est plutôt quelqu'un de l'ombre, mais il est là en fait. Sa première licence date de 1956, donc je crois qu'il y en a peu de nous qui étaient nés à l'époque. Et donc du coup, c'est vraiment intéressant parce que encore une fois, quand on aime l'histoire de la SS, on apprend pas mal de choses. Par exemple, à 11 ans, donc en 1956, il s'inscrit à la SS en pupille. Et les entraînements se passaient en fait sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Et souvent, il y avait un joueur de l'équipe professionnelle qui venait les coacher, leur donner quelques cours de jonglerie et puis d'autres gestes techniques. Et lui, il me disait c'était Eugène Enjolea, qui était venu. Donc après, on parcourt aussi. Il a joué dans les grands amateurs. Il a joué après avec les Verts 76. Il est devenu très copain avec les Verts 76. Donc, on a beaucoup d'anecdotes par rapport à ça. Il était à la finale de Glasgow. Il a pris l'avion comme beaucoup. Et il est très pote avec justement Jean-Michel Larquet qui a fait la préface. Et puis surtout, il est à l'origine du centre de formation à l'ETRA, qui avant d'accueillir les locaux, enfin le côté administratif de la SS, a accueilli beaucoup d'équipes en fait, justement pour faire un peu d'argent. Il y a eu le Dynamo Kiev qui est venu, CSKA Moscou, et là pareil, tu as une tonne d'anecdotes. Et surtout, on n'oublie pas qu'il y a eu l'Argentine qui est venue en 98 pour la Coupe du Monde. Et là, c'est pareil. Enfin, il te raconte des anecdotes, des souvenirs, des trucs avec Batistuta. Tu vois, donc il y a plein d'anecdotes avec Batistuta. Et c'est voilà. Enfin, quand t'aimes le foot, tu te régales. T'as eu aussi après l'équipe de France qui est venue 2 fois. Et donc une fois avec Zidane aussi. Il y a eu l'équipe de rugby, l'équipe de France de rugby qui est venue. Donc c'est vraiment parsemé d'anecdotes. Et voilà. Donc ça nous montre que la SS, comment dire. C'est plus qu'un club, hein. Donc c'est un peu cliché de le dire, mais c'est vrai, c'est vraiment plus qu'un club parce qu'il y a ce côté patrimoine, ce côté social, ce côté culture en fait. Et en fait, Bernard Champion, donc ça fait 70 ans en fait qu'il est dans ce monde de la SS d'une manière ou d'une autre. Et donc du coup, quand on aime le club, on aime aussi son histoire. Comme on disait, les repreneurs, ils sont venus. Nous on n'a pas la mer ou les impôts comme à Monaco, mais on a vraiment une histoire. On a vraiment une histoire qui est basée sur le patrimoine. On a des supporters exceptionnels. Et ça, il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui peuvent dire la même chose. Donc ce livre, ça s'appelle Histoire de champion. Donc on est sorti. Il a été publié aux éditions des Joyeux Pendus. Donc n'hésitez pas à y aller. Il y a d'autres livres aussi sur la SS. Il y a Éric Chouvier qui est un supporter très connu qui suit les Verts depuis 30 ans dans tous les périples possibles et inimaginables. Donc il faut taper édition des Joyeux Pendus dans Google et puis vous le trouvez. Super, merci beaucoup Pascal, c'était super de t'avoir avec nous ce soir, tu reviens quand tu veux, je lance les invitations alors que c'est pas moi qui invite les gens, mais tu reviens quand tu veux, c'était un plaisir, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter, parler de synthé. Karl, merci beaucoup à vous. Mais de rien. Karl, merci d'avoir été là. Merci, ça y est, merci à mes yeux, tu n'es officiellement plus un petit du chat. Ça y est, tu es enfin. Ça y est, je l'ai enfin conscientisé. C'est maintenant. C'est émouvant, ça me donne envie de chialer, putain. Ouais, ce qui me donne envie de chialer, c'est que Rodez n'a toujours pas marqué le deuxième but. Et Dieu sait que ça leur chauffe.
aux fesses des Troyens. Messieurs, merci. Merci à vous dans le chat. J'ai vu tous vos pronos. Vous étiez très optimistes pour le match de ce week-end. J'ai pas vu un seul mauvais résultat, donc on compte sur vous et votre chance pour nous apporter ce beau résultat. Prenez soin de vous, passez une très belle semaine. La semaine prochaine, je ne sais plus qui fera l'émission, mais ça ne sera pas moi, c'est certain. Et en attendant, allez les Verts comme toujours, et surtout n'oubliez pas que le chaudron ne se dissout pas. Ciao.